Avant de commencer, je voulais remercier Live Mentor qui est le partenaire de cette vidéo. Live Mentor est le premier organisme de formation de France pour les entrepreneurs. Il faut savoir qu'il y a à peu près 20 000 personnes qui ont déjà été accompagnées dans leur projet professionnel et cela peu importe le domaine, que ce soit pour créer une entreprise ou tout simplement pour gagner en visibilité en tant qu'entrepreneur ou même pour une reconversion professionnelle. Mais tout cela, je vous en parle un petit peu plus tard. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louisa, j'ai 27 ans, je suis illustratrice et également créatrice de contenu freelance. Et cela fait maintenant 10 ans que je publie sur les réseaux sociaux. Et yes, je vis de ma passion. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, à travers ce que je publie, que ce soit mes illustrations, des photos, des vidéos, et cela peu importe le format, j'ai désormais assez d'expertise pour pouvoir vous donner des conseils au sujet de tout ce que j'ai pu apprendre. Si vous souhaitez vous aussi vous lancer sur les réseaux, et cela peu importe la finalité, je peux vraiment vous donner un maximum de conseils pour que cela vous effraie un petit peu moins, et même si vous êtes déjà dedans, pour essayer de relativiser par rapport à certaines expériences. Donc j'espère que ça va vous plaire. Prenez un petit carnet, préparez-vous parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et on va commencer de suite. Le premier chapitre qu'on va aborder ensemble, ça va être le chapitre des objectifs. Je vous invite très vivement à définir vos objectifs si vous souhaitez publier sur internet ou même si vous publiez déjà à l'heure actuelle. En fait, il n'y a pas de... En fait, on ne va pas publier juste pour publier, il y a toujours une petite raison derrière. Soit on a envie de publier sur les réseaux parce que on a envie de s'améliorer, on a envie de se faire des amis virtuels dans une sphère spécifique, par exemple dans le milieu de l'illustration, on a envie de donner de la visibilité à un projet, je sais pas moi, vous allez mettre en place une exposition et vous voulez que plus de gens soient au courant, ou au contraire, vous avez peut-être cette volonté d'avoir plein d'abonnés et de gagner juste en visibilité pour le plaisir d'être suivi. Donc dans tous les cas, peu importe votre finalité, c'est important de la définir afin de mettre en place une stratégie. Je sais que le mot stratégie peut être très effrayant, mais vous inquiétez pas, je vais pas vous dire il faut publier tant et tant de reels par minute pour avoir plein d'abonnés. En fait, il y a juste deux façons de communiquer qui vont être vraiment différentes. Si vous souhaitez publier purement pour le plaisir et pour cette envie peut-être de connecter avec des gens dans la même niche, et ben essayez de regarder ce qui va se faire à ce niveau-là. Admettons, comme moi, vous aimez l'illustration, vous avez envie d'être mis en contact avec des personnes qui font de l'illustration. Et ben comment est-ce qu'on communique en fait dans ce milieu? Il y a beaucoup de challenges créatifs qui se font par exemple, vous pouvez également les suivre, vous pouvez regarder quel type de contenu sont créés. Je sais par exemple dans l'illustration on fait beaucoup de studio vlog, pourquoi pas vous aussi faire un studio vlog. Et au contraire, si vous êtes vraiment dans une démarche de gagner plein d'abonnés, dans ce cas-là vous pouvez vraiment mettre en place une vraie stratégie parce qu'aujourd'hui il y a quand même des clés qui existent pour avoir vraiment plein d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et dans ce cas-là, mettez en place, je sais pas moi, de la création de contenu rapide qui vont être des contenus de type Reels, de type TikTok, mais surtout avec ces questions importantes, pourquoi avoir plein d'abonnés? Parce que c'est très bien d'avoir plein de gens qui nous suivent, mais pour quelle raison en fait? Est-ce que vous avez envie de ça purement pour votre ego? Est-ce que vous avez vraiment envie de ça pour peut-être monétiser cette audience? Donc là aussi, il y a beaucoup de questions à mettre en place. Si par exemple vous voulez monétiser l'audience, dans ce cas-là, il faut peut-être se spécialiser dans quelque chose. Enfin bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, il y a vraiment plein de ressources qui sont disponibles sur internet, mais je pense que c'est un bon début de définir ses objectifs, de passer au chapitre suivant qui va être mon expérience par rapport au fait d'être dans une niche. J'en ai parlé un petit peu avant, la niche ça signifie être dans un domaine vraiment hyper spécifique. Moi je suis dans le domaine de l'illustration, il n'y a pas... Alors il y a beaucoup de gens qui parlent d'illustration sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que par exemple dans le YouTube francophone, des gens qui vont faire des studio vlogs et qui auront peut-être un peu de visibilité, enfin plus de visibilité entre guillemets, il y en a peut-être un peu moins que dans le YouTube anglophone. Et donc du coup aujourd'hui on est quand même dans un milieu dans l'illustration où il y a de la place, et même peu importe le milieu, il y a toujours de la place pour les gens. À partir du moment où tu as une passion, en fait je pense que tu peux venir avec ta passion et on s'en fiche du nombre d'abonnés. C'est juste trop cool de pouvoir partager avec d'autres personnes. Mais ouais, si vous voulez parler du milieu de l'illustration, il y a quand même assez peu de gens dans le YouTube francophone. Et franchement, vous avez votre place, venez en fait, on va faire des studio vlogs ensemble, on va faire des chit-chat drawing, on va juste dessiner ensemble. Je trouve que c'est un espace qui est tellement sain, qui est tellement bienveillant, j'adore. Vraiment, j'aime tellement la communauté francophone de l'illustration. En parlant de niche, je vais maintenant vous parler un petit peu des objectifs et des enjeux de la niche et des choses que j'ai apprises par rapport à ça. Le fait d'être dans un milieu où il y a peut-être un peu moins de gens
qui vont parler de ça, ça va quand même te mettre dans une position que moi parfois je trouve assez intimidante, cette position de personne qui est censée tout comprendre et qui est censée tout savoir. Et ça c'est quelque chose parfois qui est assez inconfortable, parce que la réalité c'est que j'apprends en fait tout le long de ce processus en étant freelance, et même tout le long de ma vie en fait je vais apprendre. Et parfois c'est très compliqué d'arriver, de vous donner des conseils, peut-être de sujets que je maîtrise pas à 100%, et de me rendre compte en fait que les gens me prennent vraiment comme, je sais pas, une professeure, comme quelqu'un qui maîtrise tous ces sujets, qui a tous les acquis. Et c'est vrai que parfois je vais vraiment prendre des pincettes par rapport à certaines choses. Et pareil, lorsque je vais faire des partenariats, je vais vraiment sélectionner, parce qu'en fait il y a réellement des gens spécifiques. Et lorsque je vais venir parler à mon audience, ce sont uniquement des personnes qui ont un intérêt dans la même passion. Mais pour avoir en fait ce double statut, autant d'abonnés qui va consommer des choses, mais également ce statut de créatrice de contenu, je pense qu'on a quand même une part de responsabilité dans ce qu'on va présenter. Et je sais par exemple que le partenaire de cette vidéo, j'ai aussi une responsabilité à vous le présenter, parce que il y aura potentiellement des gens qui vont payer pour, et je peux pas vous présenter n'importe quoi. Donc être dans une niche, c'est vraiment quelque chose qui est génial. Ça permet d'avoir une audience hyper réactive lorsque tu vas parler d'un sujet, parce qu'on parle tous de la même chose, mais en même temps c'est hyper effrayant et c'est hyper intimidant, parce que ça suppose que tu ne peux pas faire n'importe quoi. Et c'est même très bien, parce que sinon les gens feraient vraiment n'importe quoi sur internet. Et par rapport à ce fait de faire très attention dans ce qu'on va dire, un conseil que je peux vous donner, ça va être d'accepter l'erreur. Lorsque vous allez vous lancer sur internet, et même dans toute la vie en fait, on maîtrise pas tout, et accepter le fait que vous allez faire des erreurs, que vous allez peut-être dire des bêtises, et que des gens sont là pour vous corriger. Et en fait, internet, c'est un éternel apprentissage. Moi, j'ai déjà fait plein de vidéos où on m'a dit « Ah non, ça se fait pas comme ça, vaut plutôt le faire comme ça. » Et c'est grâce à ce qu'on m'a dit, c'est grâce aux ressources qu'on m'a données que j'ai permis de m'améliorer, que j'ai permis d'éviter de faire certaines erreurs. Moi, c'est une des plus grandes erreurs, je pense, que j'ai faites au début. Vraiment, au tout début, j'étais complètement fermée et complètement opaque à la prise de conseil, parce que je pensais que c'était des haters, parce que je pensais que les gens me voulaient juste du mal, alors que non, les gens étaient juste là pour m'aider, et les gens étaient juste là pour que je m'améliore et pour que j'évite de dire n'importe quoi. Aujourd'hui, une vidéo qui a peut-être une portée de 10 000 vues, c'est quand même potentiellement 10 000 personnes à qui tu peux donner une mauvaise information. Vraiment, faites pas les mêmes erreurs que moi. S'il y a des critiques positives, prenez-les pour vous améliorer. Alors évidemment, voilà, c'est l'éternel rappel que tout le monde va vous faire. Il y a une différence entre un commentaire purement méchant et une critique positive, mais je pense qu'aujourd'hui on peut faire la différence entre les deux. Et là du coup on arrive à un autre sujet qui fait énormément peur si vous souhaitez vous lancer sur internet, ou si vous avez déjà les pieds un petit peu dedans, les haters. Je sais que c'est vraiment une chose qui fait peur à la plupart des personnes qui souhaitent se lancer sur internet. Qu'est-ce qui se passe si j'ai des commentaires négatifs ? Je dirais, moi, de mon expérience, et surtout dans ce milieu de niche qui est l'illustration, j'ai quasiment pas de commentaires négatifs. C'est hyper rare. Sur l'année, j'ai à peu près, je sais pas moi, une dizaine de commentaires méchants. Et la plupart du temps, sur ces commentaires méchants, c'est 75% sur mon physique. Il y a effectivement des milieux où il y a peut-être plus de méchanceté, parce que, et ça pourrait être carrément le sujet d'une vidéo complète et d'une vidéo à part, parce que il y a tout un aspect sociétal aussi qui est lié à ça, je pense. Je pense notamment à tous les comptes de cuisine végétale. Les gens se prennent des commentaires hyper méchants, et je pense que c'est directement lié au fait que je sais pas, peut-être que la viande est liée à la masculinité, j'en sais rien, tu as plein de trucs comme ça qu'on pourrait vraiment déconstruire. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être des sujets et des thématiques qui vont peut-être attirer plus de haine, parce qu'il y a tout un travail de déconstruction au niveau de la société encore à faire. Mais sachez que normalement, vous n'en aurez pas des masses. Il y aura toujours des gens qui seront là pour critiquer. Et en fait, ce sera comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie, parfois, tu te retrouves face à des gens qui sont profondément méchants. Et c'est pas dans tes interactions de la vie de tous les jours, ça va t'arriver de temps en temps en fait, dans des moments spécifiques. Et bien sur internet c'est pareil, sauf que sur internet tu peux supprimer le commentaire. Dans la vie de tous les jours tu peux pas. Je sais pas, si par exemple tu es dans un magasin, que tu te retrouves face à quelqu'un dans un rayon qui est agressif avec toi, bah tu peux pas mettre la personne de côté, mais sur internet tu peux supprimer le commentaire. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Vous pouvez supprimer vos commentaires, vraiment supprimer les commentaires. Il y a personne en fait qui vous oblige à les garder. Et n'utilisez, et ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, n'utilisez jamais
Enfin, ne laissez jamais les autres utiliser cet argument de liberté d'expression. Une insulte, ce n'est pas la liberté d'expression. Enfin, franchement, la liberté d'expression, elle a bon dos en vrai. Mais c'est votre espace sain, vous en faites ce que vous voulez, en fait. Et ne vous laissez pas... En fait, si un jour vous avez un commentaire qui vraiment vous touche, ne vous laissez pas, dépasser, déborder par ça. Les derniers commentaires négatifs que j'ai pu avoir sont des commentaires qui ont été sous certains de mes reels. Et vous savez de la part de qui je les ai eus? Que d'hommes. Et n'oubliez pas, et je sais que ce chapitre est hyper long, mais je veux vraiment vous rassurer là-dedans pour pas que ça vous empêche de créer du contenu. N'oubliez pas que la vie réelle, c'est ça en fait, ce qui se passe. Vous avez peut-être un commentaire méchant derrière votre écran, mais c'est derrière votre écran. À côté de ça, vous avez, je sais pas moi, votre famille, vos amis, votre copain, votre copine, vos animaux de compagnie, tout ça, ça c'est la vraie vie, c'est ça qui compte et ce sera pas la personne qui vous a laissé un commentaire négatif. Et si vraiment un jour vous avez un commentaire qui vous touche, envoyez-moi un DM sur Insta et je suis prête à vous envoyer plein d'amour parce que je veux pas que ça vous empêche de créer. Vraiment, vraiment les copains. Et pour terminer aussi avec ce chapitre, moi tous les commentaires négatifs, je les supprime et je bloque la personne. Même si la personne n'est pas abonnée à moi, même si elle est juste tombée sur le reel, que ma tête ne revient pas, je bloque parce que c'est mon espace, c'est ma maison. Et on est plusieurs aussi dans cette maison. J'ai 50 000 personnes bienveillantes, je l'espère, qui me suivent. Et j'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un, comme dans une fête, qui va venir casser l'ambiance. Et donc du coup, je bloque cette personne aussi pour qu'elle ne soit pas malveillante par rapport aux autres. Et je bloque également les personnes qui ont des opinions contraires. Alors attention, ce que je veux dire par là, c'est que évidemment, j'accepte qu'on ait des opinions contraires aux miennes, mais des opinions qui sont problématiques en fait. Je n'accepte pas certains propos sur ma chaîne, même si ce n'est pas de la haine à proprement parler. Pour vous donner un exemple concret, j'avais fait un vlog sur New York avec ma cousine et dans ce vlog, on expliquait le fait qu'on s'est senti mal à l'aise parce que on a subi du harcèlement de rue de la part d'hommes et qu'il y a même un homme qui a touché ma cousine dans le métro. Donc on est quand même sur une agression. Et donc j'ai quand même eu un commentaire d'un mec, une fois de plus, on y revient, qui a eu le culot de dire « Oh là là, vous plaignez beaucoup, au contraire, soyez contente, ça veut dire que vous êtes super belle. » Voilà, c'est pas de la méchanceté, mais c'est quelqu'un qui fait l'apologie des agressions. Donc mec, t'es bloqué de ma chaîne également. Parce que, comme dans la vraie vie, je n'accepterai pas ce genre de propos dans mon salon, donc je n'accepte pas ce genre de propos sur ma chaîne, et ben tu n'es plus le bienvenu. Donc voilà, décidez de qui vous voulez avoir là et considérez votre chaîne comme une énorme fête, comme une énorme maison où vous décidez de qui rentre et de qui sort. Étant donné maintenant qu'on a parlé de la haine, que c'est peut-être quelque chose qui peut vous faire peur, c'est hyper important de venir identifier vos autres peurs également et de travailler dessus. Pourquoi est-ce que tu n'oses pas publier si c'est à cause des haters? J'en ai parlé avant. Est-ce que c'est parce que tu as peur que tes premières vidéos soient pas optimales? Enfin bref, faites la liste vraiment de vos peurs. Et d'ailleurs, c'est le chapitre d'une formation que j'ai eu l'occasion de suivre sur Live Mentor, qui est une formation autour de la confiance en soi. Et le troisième chapitre, c'est justement définir ses peurs plutôt que ses objectifs selon Tim Ferriss. Live Mentor, comme vous avez pu le comprendre dans l'intro, va venir proposer des formations en ligne d'une durée de 3 mois. Et tout au long de celle-ci, vous avez un mentor expert qui va vous accompagner, vous guider pas à pas. Et en plus des cours en ligne, vous accédez à une communauté de plus de 20 000 entrepreneurs, ce qui est hyper intéressant si vous souhaitez, comme je disais avant, d'être dans ce côté communautaire, dans ce côté de connexion et d'échange avec d'autres personnes qui ont les mêmes valeurs ou les mêmes objectifs. Et ça va surtout vous permettre de développer votre réseau en tant qu'entrepreneur. Et ça va également vous permettre de, par exemple, débuter une stratégie de communication, de réfléchir à la manière dont vous voulez lancer votre boîte. Enfin bref, il y a vraiment plein de domaines différents. N'hésitez pas à aller voir n'hésitez pas à aller voir sur le site ce qu'ils proposent. Et pour tous ceux que ça intéresse, vous pouvez accéder à un diagnostic gratuit de 20 minutes avec un conseiller pédagogique sur le lien en description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir et ça vous aidera à faire le point sur votre situation au niveau de votre entreprise ou peut-être au niveau d'autres problématiques. Et je les remercie encore d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vais continuer dans le chapitre de la peur et de la confiance en soi. Faites la liste de tout ce qui peut vous effrayer. Donc on a parlé des haters, j'essaie de vous rassurer par rapport à ça. La peur de l'entourage peut-être. Est-ce que ma famille va me critiquer? Est-ce que mes potes vont me critiquer? Est-ce que les gens au lycée vont me critiquer? Là pareil, je vais vous parler de mon expérience. Il y a quelques années, je vous aurais dit non mais personne ne vous critique. Sauf qu'en fait aujourd'hui avec du recul et aujourd'hui en ayant ouvert mes petits yeux, il y aura des critiques et ça c'est une chose à savoir.
mais c'est aussi une certaine façon malheureusement de faire le tri dans son entourage. Des vrais potes vont vous soutenir pour ce que vous faites, et je pars toujours du principe que vous faites un truc éthique. Évidemment, si vous faites du contenu problématique, ouvrez les yeux peut-être par rapport à ça, mais si vous faites du contenu qui se veut sain, du contenu qui se veut éducatif, il n'y a pas de raison en fait que vos potes se moquent de vous, et il n'y a pas de raison que vos potes utilisent votre contenu pour, je sais pas moi, se défouler. Et moi, c'est mon cas, et c'est un petit peu une chose par laquelle je suis passée aussi, de créer du contenu sur internet et de me dire, bah tiens, il y a tout le monde qui me soutient, jusqu'à ce qu'en fait je réalise qu'il y a des personnes qui utilisaient un peu ce contenu pour se moquer de moi. Mais n'hésitez pas à vous dire que c'est peut-être en fait juste le premier signe que dans tous les cas, ces personnes allaient vous trahir à un moment ou à un autre. Au niveau scolaire, il y aura sans doute des critiques, même si je pense qu'aujourd'hui les choses ont vachement bien évolué. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde est sur TikTok, que tout le monde a au moins un compte où on fait des trucs. Moi je me souviens en fac, et d'ailleurs des fois je me demande si ces mecs ils continuent à regarder ma chaîne ou pas. En fac il y avait 2 personnes dans ma classe qui ont découvert ma chaîne YouTube et qui se foutaient de moi. Et en fait, des fois, je me dis, imagine si j'avais écouté ces critiques à ce moment-là, à 20 ans, et que je m'étais dit, j'arrête ma chaîne YouTube. Eh ben, ça aurait repoussé de plusieurs années la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, à savoir vivre de ma passion, à savoir avoir une communauté, vivre dans une ville qui me plaît parce que j'ai les moyens de le faire. Ne laissez jamais, jamais, jamais les autres vous enlever ce plaisir et vous enlever vos objectifs. Et n'écoutez pas les gens qui vont se moquer de vous, c'est juste des gens qui ont des insécurités. Moi je le vois autour de moi, des gens qui ont pu critiquer d'autres créateurs de contenu, qui font du super travail, et en fait je vois juste que ce sont des gens qui veulent faire pareil et pour qui ça marche pas. Et en fait c'est beaucoup de ça, c'est un petit peu le reflet. Et ne vous laissez vraiment pas embêter par ça. Au contraire, dites-vous, plus vous avancez, plus c'est des choses que vous allez gagner, et au contraire vous allez juste gagner des vraies personnes, et vous allez gagner des personnes, oui, trop cool autour de vous. Ça peut être aussi une peur peut-être de se dire, ouais, je peux être gênant au début, je peux être un peu cringe, et oui, on va être gênant, on va être cringe, et tout simplement parce que la seule façon de s'améliorer, la seule façon de tester des choses, c'est de le faire en face à une caméra. Et en fait, là où peut-être dans d'autres domaines, tu peux t'améliorer, tu peux faire des erreurs, bah, les gens les verront pas, sauf que sur Internet, bah, tu les publies, en fait. Déjà, rien que le principe de parler seul à une caméra, je sais pas si vous réalisez le truc, je suis toute seule là dans l'appartement, et je parle face à un objet, je vous parle, vous n'êtes même pas du tout derrière. Bah, déjà, ça, de base, c'est cringe, en fait, si tu as envie de le dire. Sauf que je suis obligée de passer par là. J'ai été obligée de faire mes premières vidéos YouTube où je suis pas du tout à l'aise, où un de mes potes m'a dit « Ah, j'ai vu ta vidéo, c'était hyper gênant ». Ouais, mais en même temps, c'était ma toute première vidéo, il fallait que je passe par ça. Et aujourd'hui, je suis hyper à l'aise. Et il faut faire ça, et au contraire, estimez-vous hyper courageux. Moi, je suis hyper fière déjà de vous, de faire ce premier geste, de se dire je prends ma caméra et je décide de me filmer, même que ce soit en parlant ou pas. C'est quelque chose qui est hyper dur, et rien que pour ça, vous pouvez être maxi fière de vous. Et en tout cas, moi, je suis fière de vous, sachez-le. Et il faut passer par ces étapes. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Le fait qu'on ait peut-être peur qu'au début ce soit pas assez bien. Effectivement, ce sera pas assez bien au début, mais il faut commencer quelque part. C'est comme n'importe quelle pratique. N'hésitez pas à me partager vos peurs en commentaire. Je vais essayer de vous aider au maximum. Peut-être que j'en ai pas identifié certaines. Maintenant, j'ai aussi envie de vous parler de la monétisation, parce que je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant. Moi vraiment j'ai commencé à publier sur internet, je pensais pas vivre de ma passion, parce qu'à ce moment-là, certes il y avait les blogueuses mode principalement qui vivaient de ça, mais il n'y avait pas encore tous ces influenceurs dans différentes niches comme c'est le cas aujourd'hui. Et en fait moi la monétisation elle arrivait progressivement via justement les abonnés, via mes premiers contrats, que ce soit avec des marques de papeterie, puis après il y a eu Adobe, et puis aujourd'hui oui j'ai tous ces partenaires réguliers qui bougent en fait. Soit je bosse très régulièrement avec les mêmes marques, soit il y a d'autres marques qui viennent, mais c'est pas quelque chose qui s'est fait de suite, et c'est normal lorsque vous allez avoir votre premier partenariat, si jamais c'est votre objectif ou pas, de pas savoir comment faire, de peut-être être sous-payé, de peut-être être un peu perdu par rapport à la marque. C'est aussi des choses qu'on apprend, hein, et c'est des choses qu'on va apprendre par après. Et moi par exemple je n'ai jamais eu de formation là-dedans, et pendant des années j'étais sous-payée dans ce que je faisais. J'ai même fait du travail gratuit pour des marques
parce que je le savais pas. Et c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui, parce que je peux me le permettre, de rémunérer quelqu'un qui est Mathilde et qui, elle, va s'occuper de protéger mes droits. Et lorsque je te parle de cette question de monétisation, là je te parlais des partenariats, ça peut être aussi par exemple par rapport à tes vues YouTube, tes vues TikTok. C'est vrai que on peut peut-être avoir un peu lapin du gain, ce qui est complètement normal de se dire j'ai envie de faire plus. Et c'est là que vous allez peut-être être mis face à plein de questions. Et même pas forcément la monétisation, juste le fait de gagner des abonnés. Les gens sur Internet aiment bien la vie privée. Ça, c'est un vrai truc, on est tous curieux, surtout si vous faites du contenu peut-être similaire au mien, qui est un contenu un petit peu lifestyle, mais en même temps, autour de l'illustration. Les gens ont envie de savoir plus. Et moi, j'ai déjà fait des tests. J'ai déjà fait des tests, notamment sur TikTok, où je publiais du contenu plus perso et du contenu purement illustration. Le contenu perso fait 3 fois plus de vues, fait 3 fois plus d'interactions, parce que les gens aiment ça. Les gens ont envie de savoir, les gens sont dans les potins, et moi, je suis la première aussi. Moi, plus d'une fois, je me suis dit, je devrais plus publier ma vie privée, parce que ça apporterait des vues. Toutes les vidéos qui font plus de vues sur ma chaîne, en dehors des vidéos tutoriels, c'est les studio vlogs, parce que tu vois un petit peu ma vie. C'est aussi à vous de vous positionner, qu'est-ce que vous voulez partager, qu'est-ce que vous voulez pas partager, et vraiment partager du contenu qui fait sens par rapport à vous. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours supprimer aussi sur Internet. Évidemment, je vous dis pas de faire du contenu problématique et de vous dire que vous pouvez supprimer, parce que ça, évidemment, il y a tout qui reste, mais on peut toujours évoluer et se dire aujourd'hui, il y a certaines vidéos qui ont plus trop de sens. Moi, il y a plein de vlogs que j'ai décidé de passer en privé parce que aujourd'hui, ils ont plus trop de sens, parce qu'à ce moment, je parlais beaucoup de ma vie privée et je suis en mode, 5 ans après, on s'en fiche un petit peu de savoir des détails perso. Donc vous pouvez évoluer, mais je trouve que la question de la vie privée, elle est très importante, tout comme la question de par exemple des positions politiques. Récemment, je me suis dit, est-ce que je me positionne encore politiquement par rapport à certains sujets? Alors je ne parle pas vraiment de politique à proprement parler, du gouvernement, ce genre de choses, mais par exemple moi j'ai aussi des positions politiques quant à l'écologie, quant à la cause animale. Et plus d'une fois, j'aimerais vous partager des trucs en story. Plus d'une fois, j'aimerais le faire. La fast fashion également. Et je le fais pas parce que j'ai décidé de plus le faire. J'ai décidé de plus me positionner politiquement. Parce que je me suis dit aujourd'hui, je veux que mon compte Instagram, ce soit juste autour de tout ce que j'ai créé autour d'Ectomorph, on va dire, l'illustration, un petit peu ma vie, mais sans non plus trop rentrer dans les détails. Et pourtant, plus d'une fois, j'ai envie de le faire. La réforme des retraites, j'avais envie de publier des trucs. Il y a tellement de choses, tous les jours, je vois des choses sur la maltraitance animale et j'ai envie de le publier. Et je me dis non, aujourd'hui, j'ai plus envie, parce que j'ai envie d'avoir une certaine forme de neutralité par rapport à ça et peut-être utiliser un autre réseau social. Je réfléchis d'ailleurs à retourner sur Twitter par rapport à ça. Donc c'est aussi à vous de juger qu'est-ce qui vous semble bon d'être publié ou pas. Ça peut être... ça peut être vraiment beaucoup de réflexion et je trouve que... dans tout ce rapport, et je trouve que dans tout ce qu'on publie, c'est vraiment créer un truc ensemble. Moi, je le vois aujourd'hui, le pouvoir de la communauté, c'est incroyable. Lorsque tu as une communauté, je te parle pas d'avoir 50 000 personnes, même 500 personnes, c'est déjà beaucoup. C'est ce truc d'avoir toujours des gens derrière toi. Moi, j'ai une question. Il y a encore là, cette semaine, je disais « Hello, je cherche un trépied pour filmer mes dessins, vous me conseillez quoi ?» J'ai 40 personnes qui vont répondre. Je suis partie un jour à Taïwan, j'ai déjeuné avec une abonnée là-bas. Mes meilleurs amis ici, je les ai rencontrés via Instagram. Il y a tellement d'histoires comme ça. Les gars, j'ai déjà eu un job en Australie grâce à un mec qui me suivait sur Instagram. Enfin, c'est incroyable. Je vais partir dans une ville, je vais dire « Coucou, vous avez des recommandations ?» Enfin, c'est ouf, c'est vraiment ouf. Je me fais reconnaître parfois à Berlin, j'ai déjà rencontré des gens ici, plus d'une fois en France, j'ai rencontré des abonnés dans la rue. C'est incroyable ce pouvoir de la communauté. Et lorsque j'ai un problème sur un projet, je peux aider. Dans l'autre sens, je peux aider des gens. Je trouve ça ouf. Et je trouve ça trop incroyable et je suis hyper reconnaissante. Je sais que j'ai pas une vie comme n'importe qui d'autre. Et je trouve ça ouf et je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente de continuer à le faire et d'essayer de vous donner un maximum de conseils pour que vous puissiez aussi le faire. Je continuerai par le fait vite fait de vous parler également de monétiser votre audience. À partir du moment où vous avez des gens qui vous suivent, n'hésitez pas à la monétiser. Il n'y a pas de mal à ça et au contraire, il faut qu'on commence à accepter ce boulot comme un véritable métier. Les marques sont très contentes de pouvoir utiliser votre audience pour vendre des produits. Si elles s'enrichissent sur votre dos, vous pouvez également vous enrichir. Bossez pas gratuitement les copains. Évidemment, c'est propre à chacun si vous avez juste envie d'obtenir des objets ou faire purement du gifting.
Mais il y a la plupart des choses peuvent demander rémunération en fait. Ne laissez pas une marque utiliser votre image, utilisez tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez fait gratuitement pendant des années, parce que la petite caméra, le micro, le logiciel, les heures à regarder des formations pour suivre pour faire du montage, ce genre de choses, bah, ça coûte de l'argent. Et c'est devenu un vrai boulot en fait, c'est devenu un vrai boulot avec des contrats, avec une protection, parce que au bout d'un moment, il faut aussi, je pense, mettre en avant le travail de toutes ces personnes. Dans la tête des gens, ouais, être influenceur, c'est quelqu'un qui va danser derrière une caméra, mais non, en fait, être influenceur, être créateur de contenu, c'est quelqu'un qui va payer pour du matériel, c'est quelqu'un qui va créer quelque chose, qui va apporter quelque chose, et honnêtement les gars, faites-vous payer. Je terminerai par le fait, si comme moi vous avez peut-être gagné beaucoup d'abonnés, je trouve ça assez marrant cette question d'assumer ce statut. J'adore dire créatrice de contenu, j'aime pas dire influenceuse. Ça me dérange de dire influenceuse parce que lorsque je passe des heures à faire une vidéo où je montre comment utiliser l'iPad, pour moi c'est pas de l'influence en fait. Pour moi c'est vraiment de la création de contenu. Et pourtant pour la plupart des gens, mon métier s'appelle influenceuse aussi. Mais oui, des fois j'ai la difficulté aussi à assumer ce statut, à dire aux gens je fais des vidéos sur internet. Parce qu'il y a quand même encore beaucoup de clichés, je pense, autour de ça. Enfin, pas vraiment de clichés, mais peut-être une connotation plus négative. Alors que moi, je trouve que c'est un très beau métier. Et là, je te dis ça envers son métier, mais même si tu as juste envie de partager pour le plaisir, je trouve que c'est vraiment très chouette de partager sur Internet. Et faites preuve de patience, les copains. Les algorithmes changent tout le temps. Mais il y a quelques années, c'était très simple de se lancer sur Internet. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Soyez juste patient en fait, des fois il faut s'adapter aux tendances. Il y a quelques années on faisait pas de vidéos, maintenant tout le monde va faire des vidéos, donc faut faire des vidéos de dessin si tu veux te lancer dans l'illustration. C'est beaucoup de temps, mais juste n'oubliez pas une chose, amusez-vous. Franchement amusez-vous, publiez sur internet, c'est trop chouette, partagez avec des gens qui ont la même passion, c'est trop cool. Et en fait moi c'est la raison pour laquelle je me suis lancée en 2009. En 2009 j'étais la seule personne dans mon collège à dessiner sur tablette et j'avais pas de copains qui faisaient pareil. Et du coup j'ai décidé de partager sur internet pour avoir des copains virtuels. Et aujourd'hui on est plus de 50 000 personnes. Et aujourd'hui je vis de ma passion grâce à vous, mes copains virtuels. Et je trouve ça ouf. Et merci pour tout, merci pour ça. Et merci à Live Mentor d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci à Mathilde de travailler avec moi. Et waouh, j'ai l'impression que j'ai reçu mon prix, mon Oscar. Finissons là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se dit à très bientôt.